Parfois, j'ai l'impression qu'on fait tous comme s'il se passait rien, alors qu'on devrait être en panique, quoi. Mon éco-anxiété, en fait, elle se manifeste par une peur et une angoisse énorme de l'avenir. Ça veut dire que dès que je pense à mon avenir, je sombre dans le puits sans fond de l'angoisse. Je suis à la fois excédé, anxieux et dégoûté. Ce que j'ai peur de perdre avec tout ça, c'est le goût à la vie tout simplement, et de finalement me retrouver demain dans un monde que je ne reconnaîtrai plus. Je ressens de la colère. J'ai envie de prendre tout le monde et de foutre des claques aux gens en mode faites votre mieux. La passivité m'énerve énormément et c'est surtout de la colère. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur même si j'en ai envie, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que c'est bien d'avoir des enfants. En fait, je remets en question mes propres libertés, mes propres choix. Ça crée un gros décalage entre toi et ta famille, entre toi et tes proches. J'ai peur, ma peur est de perdre la vie. Je suis angoissé par le fait que les générations futures ne pourront peut-être pas hériter d'un environnement viable. Pour la plupart de mes décisions, à chaque fois, je me dis mais est-ce que ça en vaut la peine? Alors que tout est en train de s'effondrer autour et de me sentir bloquée en fait, de me sentir empêchée dans ce que je veux faire. T'as la peur tout simplement de l'évolution du monde. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Ma liberté et mon mode de vie actuel. J'aurais aimé avoir une famille nombreuse, avoir une maison, j'ai 25 ans, et j'aimerais commencer à me poser dans ce genre de situation. Mais je ne peux pas, parce que je me dis que je peux pas mettre au monde mes enfants dans ce monde en fait. Et ça me frustre énormément. Il y a des moments où en fait je suis en totale déprime et je me dis à quoi bon, et j'ai peur de tomber dans une forme de laxisme et dans une certaine incapacité d'agir. Je me sens ingrate d'être née avec tant de privilèges. J'ai peur de pas en faire autant que ce que je peux. Ce que je trouve difficile aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec ses proches quand on fait des crises d'éco-anxiété. Comment en parler sans les faire paniquer, sans les traumatiser, et puis sans se faire prendre pour une folle, parce qu'on est impacté par des événements qui ne nous touchent pas nous et qui touchent des personnes qu'on ne connaît pas en fait. C'est aussi le sentiment d'être un peu écrasé par ce truc qui me paraît beaucoup trop grand pour moi. Bonsoir à tous. Terribles et poignants témoignages rapportés par l'association Umeco qui lutte pour la cause écologique et animale. Des témoignages à propos de l'éco-anxiété, cette angoisse, cette déprime qui affecte de plus en plus de personnes à travers le monde et en France notamment depuis quelques années. Cet état psychique en nette augmentation est recensé particulièrement chez les jeunes, en très grande majorité, affirment tous les sondages, et chez tous ceux d'ailleurs qui ont la préoccupation écologique au quotidien. Alors que les médias font de plus en plus écho aux crises climatiques et environnementales, incontestablement plus fréquentes et plus intenses, les cabinets des psychologues reçoivent de plus en plus d'appels marqués par l'expression d'inquiétude, de dépression, voire de désarroi et de détresse, un sentiment même de culpabilité et de souffrance face à l'évolution de la planète qu'ils considèrent dramatique. Le phénomène est devenu tel que beaucoup de psychologues avouent n'avoir pas été préparés à accueillir ce nouveau type de patient. Aussi, nous avons été à la rencontre de l'un des leurs, Pierre-Éric Sutter, psychologue et psychothérapeute, pour tenter d'évaluer ce phénomène qui est bien loin de décliner. Mais où en est-on d'abord de la bonne définition? Faut-il parler d'anxiété, d'angoisse, de déprime, de solastalgie, de souffrance? Écoutons-le. A priori, moi je pense que c'est sur l'éco-anxiété, parce que d'abord l'angoisse, c'est déjà un terme qui est bien connu depuis de nombreuses années dans les tableaux cliniques des psychologues et des personnels de soins, alors que le terme d'éco-anxiété, qui est extrêmement utilisé par un grand nombre de personnes, aussi bien dans les médias que par les patients qui viennent me voir, c'est un terme qui n'est pas reconnu par l'OMS et notamment par le classement international des maladies, qui répertorie toutes les pathologies connues et sur lesquelles les personnels de soins interviennent. Voilà, donc l'éco-anxiété, c'est à la fois un mot social bien utile pour parler d'autres mots MAUX relatifs aux enjeux environnementaux, mais aujourd'hui, on n'a pas encore une reconnaissance des institutions qui reconnaissent ces pathologies pour pouvoir dire ce que c'est que l'éco-anxiété. Et donc pour ça, pour contrer ce problème, quand on est praticien comme moi, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir ce que font les chercheurs. Et aujourd'hui, la recherche a beaucoup progressé sur ce sujet-là.
Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que une équipe de chercheurs australo-néo-zélandais avait créé un outil de diagnostic parce qu'on ne peut traiter que ce qu'on mesure. Hein, c'est comme quand vous allez chez le médecin, que vous avez de la fièvre. S'il ne peut pas prendre votre température, il ne sait pas si vous avez de la fièvre ou pas. Donc il a besoin d'un outil, en l'occurrence un thermomètre, pour prendre la mesure de l'enjeu que vous avez selon que vous avez une fièvre basse ou une fièvre élevée. Et voilà. Et donc nous, les psychologues, on a aussi ces outils de mesure. Et là, il y a un outil de mesure qui vient d'être créé par cette équipe d'Australiens néo-zélandais, l'équipe de HOG, H-O-2-G, qui a mis en œuvre un outil qui permet de mesurer l'éco-anxiété. Et il donne une définition qui aujourd'hui fait référence, une définition de l'éco-anxiété, parce que beaucoup de personnes tâtonnent autour de ce concept sans pouvoir forcément donner une définition qui est proche du réel, parce que on ne peut pas improviser une définition sans avoir fait de recherche scientifique. Et en l'occurrence, cette définition, elle a mérite d'être simple et de cerner la problématique de l'éco-anxiété. Ce que disent ces chercheurs, c'est que l'éco-anxiété, déjà, c'est pas une maladie, c'est un mal-être psychologique, un état psychologique de détresse psychique et mentale face aux enjeux environnementaux. Voilà. Et donc, ils ont une échelle de diagnostic qui permet de qualifier et de quantifier même la détresse des éco-anxieux. Très bien. Alors, cette éco-anxiété semble affecter donc de plus en plus de personnes, en France particulièrement, mais est-ce qu'on a les moyens d'évaluer ce nombre de personnes ? Alors, pas encore aujourd'hui, et c'est justement le problème, c'est qu'on ne sait pas si l'éco-anxiété est, on va dire, quelque chose qui pourrait avoir un enjeu épidémiologique. Hein. Alors, bon, comme c'est pas une maladie, on sait pas très, pour l'instant, on pourrait se dire c'est pas très grave, mais le problème, c'est que l'éco-anxiété, par truchement, peut entraîner des maladies. Ce n'est pas une maladie, mais ça peut rendre gravement malade. Vous avez évoqué le terme de dépression tout à l'heure. Les éco-anxieux, le plus souvent, ils viennent me voir quand il est un peu tard, c'est-à-dire que quand ils ont pris conscience de tous ces enjeux environnementaux et qui se disent mais je ne peux pas faire face tout seul, et à quoi bon continuer à vivre, parce que ça obère un peu, pour les cas les plus désespérés, leur avenir, et donc ils sont dans des postures de dépression, effectivement. Hein. Alors d'angoisse forte, d'angoisse existentielle, notamment angoisse de finitude, et derrière de dépression. Et ça, les dépressions, les psychologues savent bien les traiter, c'est leur métier. Et donc effectivement, on pourrait se dire que ça pourrait, comme le dit d'ailleurs le dernier rapport du GIEC, avoir un impact sur la santé mentale des populations. Donc on ne peut pas se permettre de négliger l'éco-anxiété, mais aujourd'hui, le problème, c'est que comme on n'avait pas d'outils de mesure, on ne pouvait pas faire un état des lieux du nombre d'éco-anxieux en France. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire, parce que moi j'ai fondé un observatoire il y a déjà 3 ans, qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse, qui permet de prendre la mesure de l'éco-anxiété en France, et je vous annonce qu'on est en train de lancer une enquête nationale qui va prendre l'état des lieux de l'éco-anxiété en France, et notre ambition c'est de toucher un échantillon représentatif de 10 000 Français pour avoir un état des lieux sérieux et correctement dimensionné. Alors, votre analyse aujourd'hui globale sur ce phénomène, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce qui se passe, à ce développement dans la société ? Et où va-t-on comme ça ? Alors, je vais avoir une réponse de Normand, c'est-à-dire que je suis à la fois inquiet par rapport aux enjeux environnementaux et le manque de prise de conscience globale de la plupart de nos concitoyens et des gouvernements surtout, qui nous dirigent. Et en même temps, j'ai une espérance gigantesque vis-à-vis des éco-anxieux, qui pour moi sont ceux qui ont pris la mesure de ces enjeux-là. Et heureusement, la plupart de ces éco-anxieux sont plutôt des jeunes, des 16-25 ans, et c'est normal. Hein, on peut dire que pour les plus anciens comme moi, qu'un cas ou plus, notre avenir est plutôt derrière nous, alors que pour ces jeunes, oui, mais les vieux s'inquiètent pour les jeunes. Tout à fait. Hein, moi qui suis parent de deux jeunes de 23 et 31 ans, évidemment, j'ai moi-même des inquiétudes pour leur avenir. Et donc, si vous voulez, pour moi, l'éco-anxiété, ça représente une grande espérance. C'est-à-dire, puisque une étude anglaise de chercheurs de l'université de Bath a montré que les 16-25 ans étaient extrêmement éco-anxieux, pour 45% d'entre eux, que 56% d'entre eux craignaient que l'humanité soit menacée dans sa pérennité, et 39% d'entre eux ne veulent pas faire d'enfants.
Donc c'est assez impressionnant, hein. Alors évidemment, ils sont jeunes, ils sont extrêmement éco-anxieux. Pour 45% d'entre eux, que 56% d'entre eux craignaient que l'humanité soit menacée dans sa pérennité, et 39% d'entre eux ne veulent pas faire d'enfants. Donc c'est assez impressionnant, hein. Alors évidemment, ils sont jeunes, ils ont le temps de changer, mais on voit bien qu'il y a une angoisse assez forte vis-à-vis de l'avenir, que l'avenir semble quand même assez noir dans leur esprit, et c'est ça qui peut les rendre dépressifs. Vous voyez, et c'est en ce sens-là que l'éco-anxiété peut avoir un impact sur la santé mentale des populations. Et donc, je dis que c'est une espérance parce que moi qui les accompagne en tant que psychothérapeute, à partir du moment où on arrive à les remettre dans l'action et à leur redonner un éco-projet qui leur donne le sentiment d'avoir pris sur le réel grâce à leur éco-anxiété, et de pouvoir contrebalancer un certain nombre de dysfonctionnements que les sociétés thermo-industrielles provoquent avec leurs actions délétères contre l'environnement, eh ben, on a des jeunes qui vont bientôt prendre les rênes du pouvoir, être dans les gouvernances des entreprises et qui vont pouvoir changer ce que leurs parents n'ont pas pu faire ou pas voulu faire. Certains en arrivent même à plaider pour une stratégie malthusienne de gestion de la population pour conjurer le réchauffement climatique et l'augmentation des gaz à effet de serre. Et ça aussi, ça inquiète et ça touche au mental de certaines personnes qui s'inquiètent de voir la population aller à l'encontre de ce qui est naturel chez elles. Oui, alors moi j'entends souvent des discours, surtout en Occident, où on dit oui, on est trop nombreux sur Terre, il faudrait que les soi-disant pays en voie de développement arrêtent de se développer. Et moi je leur dis, vous savez, les pays en voie de développement, c'est eux qui se polluent le moins en fait, hein, notamment l'Afrique. C'est 0,2 planètes par an, quand pour un Américain c'est 5,6 et un Européen 3. Donc le problème, il vient pas des pays qui sont soi-disant en voie de développement, qui quand bien même ils ont une natalité très dynamique, ne sont pas à la source du problème. La source du problème, c'est les pays dits riches et les pays plus qu'émergents comme la Chine, hein, ou l'Inde, qui consomment énormément, qui produisent beaucoup d'externalités négatives comme les rejets de gaz à effet de serre. Et le problème, il est là en fait, il est à la source du problème, c'est quand un pays ou même une personne prend plus de ressources à la planète qu'elle lui rend, puisque la planète, évidemment, elle fonctionne en économie symbiotique, enfin en circularité symbiotique, et elle a prévu le fait que les gens se nourrissent et en échange par exemple, de leur déjection quand on regarde les animaux. Et le problème, à mon avis, il n'est pas de dire il y a trop de monde sur Terre, parce que une étude onusienne avait montré qu'on pouvait être 14 milliards sur Terre. On en est encore loin. Alors évidemment, c'est 14 milliards avec un régime plutôt végétarien, c'est-à-dire où on fait plus de place aux cultures céréalières et végétales plutôt que de le donner aux animaux qu'on mange. Le jour où on aura amélioré notre alimentation vers quelque chose de plus végétarien, on pourra se permettre de porter plus d'humains. La capacité porteuse de la Terre, elle peut porter 14 milliards d'humains. Mais évidemment, ça supporte un certain nombre de sacrifices, comme celui d'arrêter de manger de la viande tous les jours. Justement, je pensais à vous, à force d'avoir des clients on appelle ça des clients pour vous ? Des patients. Des patients, pardon, qui viennent vous voir. Est-ce que ça ne finit pas par vous contaminer vous-même et être un éco-anxieux vous-même ? Alors clairement, hein, la première patiente qui m'a parlé d'éco-anxiété, j'ai ouvert des yeux rouges, je ne savais pas ce que c'était. Hein, c'était il y a 5 ans à peu près. Et petit à petit, en écoutant son récit et les lectures qu'elle avait et qu'elle me rapportait, notamment les rapports du GIEC, qui sont effectivement, dans une certaine mesure, assez anxiogènes, puisqu'ils parlent quand même d'un certain nombre d'effondrements, l'effondrement des ressources, par exemple en pétrole ou donc les ressources non renouvelables, mais aussi les ressources renouvelables. On dit que si on continue comme ça à rejeter du plastique dans nos océans, en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons dans les océans, et qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue par an, hein, avec les déchets de plastique. Voilà, un certain nombre d'informations comme ça, aussi la 6e extinction massive, hein, sachant que, par exemple, par comparaison, la 3e extinction massive, elle a éliminé 95% du vivant sur Terre et 75% dans la mer, et que la 5e extinction massive, elle a vu disparaître les dinosaures et que les mammifères sont apparus grâce aux dinosaures. Donc on peut escompter que la 6e extinction massive qu'on est en train de vivre pourrait voir la fin de l'humanité, puisqu'on est en train d'abîmer l'environnement qui nous sert à boire, manger et respirer. Hein. Donc on l'a vu avec la pandémie, quand on crée
des déséquilibres dans notre environnement, on a un immédiat effet rebond, si vous voulez. Hein. Donc quelque chose qui nous comme un élastique qui nous revient dans la figure. Et donc effectivement, ces patients m'ont montré, avec la rationalité des études scientifiques qu'ils connaissent très très bien, qu'on allait dans le mur et qu'on continue d'aller dans le mur. Et moi, tout d'un coup, les échos anxieux m'ont permis de prendre conscience, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont très utiles, les échos anxieux. Ce sont des échos ambassadeurs, en fait, de la prise de conscience nécessaire du changement qu'on doit opérer dans nos mentalités pour changer nos comportements. Parce que ça ne sert à rien de dire polluez-tu à tout va, parce que c'est plus anxiogène qu'autre chose. C'est un peu comme fumez-tu, hein. Si vous dites fumez-tu à quelqu'un, ok, il a compris en 3 minutes que c'est pas tout de suite que ça va lui arriver. Donc il se dit je verrai bien plus tard, j'arrêterai plus tard. Et c'est le jour où il a son meilleur ami ou son cousin Germain qui vient de mourir d'un cancer de la cigarette, qui tout d'un coup il a une prise de conscience et que il se rend compte que c'est pas juste l'information qui est importante, c'est la prise de conscience. Et justement, les éco-anxieux sont ceux qui sont en avance de phase sur la prise de conscience. Non seulement ils ont engrangé les informations, mais ils savent les restituer auprès de leurs proches pour faire prendre conscience qu'il est urgent de changer. L'anxiété de ces personnes est liée évidemment à l'environnement, au climat, au réchauffement de la planète, mais est-ce qu'en elle-même, l'anxiété est différente des autres anxiétés que vous connaissez et que vous traitez? Alors tout à fait, hein. C'est ça tout l'intérêt d'avoir des chercheurs qui investiguent sur ces champs-là. Et ce que montrent les chercheurs que je vous ai cités tout à l'heure, l'équipe de Hogg et Ali, c'est que, et d'autres encore, hein, puisqu'ils sont appuyés sur des recherches précédentes, c'est que l'éco-anxiété, ça n'est pas un trouble anxieux. C'est un peu comme le Cadana Dry, si vous voulez. Ça ressemble à de l'anxiété, mais ça n'est pas de l'anxiété. Ça n'est pas un trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même tableau clinique que cette pathologie qu'on connaît bien, la psychopathologie qui est le trouble anxieux généralisé. Mais ça a quand même néanmoins des manifestations anxieuses. Je vais vous donner la différence, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner la différence entre être déprimé et être dépressif. Vous pouvez être déprimé au moment où vous perdez un être cher. D'accord ? Vous allez, grâce au processus de deuil, recouvrer votre équilibre mental, hein, ce qu'on appelle l'homéostasie psychique, par un travail de deuil qui va prendre 3 à 6 mois en général. C'est pas parce que vous êtes en deuil que vous êtes malade. D'accord ? C'est pareil pour l'anxiété. Vous pouvez avoir des manifestations anxieuses sans avoir un trouble anxieux généralisé. Vous pouvez avoir des inquiétudes pour l'avenir qui sont légitimes puisque la cause elle est réelle et sérieuse, alors que très souvent dans le trouble anxieux généralisé, c'est une exagération de problématiques quotidiennes sur lesquelles l'individu va extrapoler de façon irréelle ou exagérée les problématiques et en faire toute une problématique anxieuse. Donc en fait, on peut être anxieux sans avoir de l'anxiété, sans avoir un trouble anxieux, d'accord ? Comme on peut être déprimé sans être dépressif. Alors, comment peut-on évacuer ce stress, cette anxiété? Et est-ce qu'il faut nécessairement passer par le psychologue? Et j'ai envie de dire, est-ce que cet état psychique est arrivé au niveau du psychiatre? Alors, comment on peut faire? Pour évacuer? Clairement, on peut s'en sortir sans psychologue, hein, et encore moins les psychiatres. Encore plus les psychiatres. Hein. En fait, si vous voulez, ça dépend à quel niveau de prise de conscience et de potentiel d'action la personne est arrivée. En fait, ce que je constate, et c'est comme ça d'ailleurs que je traite mes patients éco-anxieux, c'est que s'ils ne sont pas encore dans le basculement de la psychopathologie, comme par exemple une dépression réactionnelle, tout va bien, en fait. Et il faut les valoriser dans leur prise de conscience. En fait, moi, j'arrête pas de dire à l'éco-anxieux, vous êtes du bon côté de la conscience. C'est en fait la société qui aujourd'hui dysfonctionne parce qu'elle ne veut pas voir en fait tous les problèmes qu'elle engendre parce que ça ne l'arrange pas. Hein, aujourd'hui, qui a envie d'arrêter de partir à Barcelone, faire un week-end à Barcelone à 60 €, qui a envie d'arrêter ça? Personne. La société de consommation a tellement habitué nos concitoyens à un confort à portée de la main,
pour pas cher que les gens n'ont pas envie d'arrêter de faire l'effort de rejeter des gaz à effet de serre en prenant un avion. Alors qu'un Paris-Barcelone, c'est un quart de ce que vous devriez consommer en rejet de gaz à effet de serre, selon les accords de Paris de 2015. Et aujourd'hui, personne ne sait en fait ce qu'il doit faire s'il n'a pas lu les accords de Paris et l'engagement, c'est-à-dire de passer de 12 tonnes de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère à 2. Parce qu'en France, aujourd'hui, en moyenne, on rejette entre 10 et 12 tonnes de gaz à effet de serre par Français. Et le problème est là, c'est que personne ne veut faire l'effort. Parce que personne n'a encore pris conscience du danger que ça représente pour l'humanité, en fait. Parce que le jour où le gaz à effet de serre sera à son maximum, on aura quand même, donc si on continue comme ça sur la tendance sur laquelle on est à aller jusqu'à 4,5 degrés en moyenne de réchauffement climatique, ça veut dire quoi concrètement pour 2100? Ça veut dire tout le pourtour équatorial à plus de 70 degrés, avec des pointes à plus de 70 degrés, et ça devient invivable. Comme on l'a vu cet été pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, enfin en tout cas telle qu'elle se pense elle-même, du côté du Pakistan et d'un État des Émirats du Royaume Arabes Unis. Arabes Unis, merci. 2 régions, pour la première fois, sont devenues invivables tellement il faisait chaud et humide. Ça montre bien que petit à petit, l'effet de serre est en train de gagner nos contrées sur l'ensemble de la planète, et que ça va devenir, et évidemment ces 2 régions sont proches de la zone équatoriale, ça va devenir invivable. Quand il y aura 4 milliards ça concerne 4 milliards de personnes, enfin en tout cas aujourd'hui, quand il y aura 4 milliards de personnes qui seront dans cette situation-là, vous croyez qu'ils vont aller où? Ils vont aller dans les zones tempérées. Ça va créer des désordres sociaux, des désordres géopolitiques gigantesques qui sont bien plus grands que ce qu'on peut vivre en ce moment avec les histoires d'Ukraine et de Russie. Par ailleurs, quel jugement faut-il porter sur le traitement médiatique, sur le traitement des médias, sur ces questions environnementales et climatologiques et climatiques, et sur les rapports des scientifiques eux-mêmes? Vous en avez parlé à propos du GIEC. Alors, les scientifiques sont par nature prudents, puisqu'ils sont dans des logiques probabilistes. C'est-à-dire que les prédictions qu'ils font sont des prévisions. C'est-à-dire que c'est pas comme Madame Irma avec une boule de cristal. Ils vont pas sortir d'un chapeau un lapin magique. Ils font des études basées sur des mesures, du constat rationnel. Même si le dernier rapport du GIEC est plus alarmant que d'habitude. Parce que le problème, c'est que justement, ils sont trop prudents, les scientifiques. Parce que ça fait partie de leur déontologie, de toujours dire, comme le disait un épistémologue bien connu, tous les signes sont blancs à moins qu'il y en ait un noir. D'accord ? Et le jour où on en trouve un noir, on essaye de comprendre pourquoi. Mais vous voyez, la prudence, elle est là. Tous les signes sont blancs, à moins que j'en trouve un jour un noir. Les scientifiques qui sont par nature prudents, finalement, il y a eu un effet de bord, c'est qu'ils ont un peu minimisé effectivement les problématiques. Et c'est pour ça que dans le dernier rapport du GIEC, ça a été un peu corrigé, à la hausse. D'accord ? Bon. Et les médias, c'est un peu le contraire. Ils en font trop, mais pas assez, en fait, en même temps. C'est-à-dire qu'ils poussent des cris d'alarme au moment où il y a, par exemple, l'été dernier, et c'est important qu'ils le fassent. Je vais vous expliquer pourquoi après. Quand il y a eu le cône de chaleur au Canada, moi, la moitié de ma patientèle est devenue éco-anxieuse tout d'un coup, en plein mois de juillet. J'ai été submergé d'appels de gens qui étaient éco-anxieux, qui disaient mais c'est terrible, ce qui se passe au Canada, 49,6 degrés dans une zone tempérée, c'est comme en France. Ils se sont rendus compte que c'était la même latitude. Ils se sont dit mais ça va, si ça nous arrive, on avait déjà vécu en 2020 les 46 degrés, le score, le record qu'on n'avait jamais atteint en France. Et là tout d'un coup, ils prennent conscience. Grâce aux médias, en fait. Parce que la peur est un excellent moteur à la prise de conscience. Il y a 3 types de peur. La peur qui immobilise, vous êtes frappé de stupeur, vous ne savez plus quoi faire, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Vous avez la peur qui démobilise, c'est-à-dire que c'est la peur qui vous effraie tellement que vous la mettez à distance, vous mettez le problème à distance, vous ne voulez pas en entendre parler. Et vous avez la peur qui mobilise, c'est-à-dire la peur qui va vous permettre de passer à l'action. D'accord ? Alors, si possible, à une action juste et pas une action désordonnée et qui crée encore plus de désordre. Et c'est ce que j'ai pu constater avec mes patients éco-anxieux, c'est la peur qui les met en action. C'est la peur qui leur fait prendre conscience. Donc la peur, c'est comme toute chose, elle peut être bonne et mauvaise conseillère, et ce qu'il faut, c'est la canaliser vers quelque chose de positif. Et donc les médias jouent ce rôle, certainement de créer de la peur, parfois de façon inconsidérée, en démobilisant,
parce que il va y avoir des exagérations, il va y avoir de l'emphase sur certains phénomènes, mais qui ne sont pas les phénomènes les plus importants. C'est comme hier, la nouvelle ministre, dont j'ai oublié le nom, de l'écologie, enfin de l'environnement, elle parlait des éco-gestes que doivent faire les Français. Il faut qu'ils arrêtent de mettre des pièces jointes à leur email. Les bras m'en sont tombés, si vous voulez. C'est pas ça l'enjeu. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'interview et aux journalistes qui n'y connaissaient pas grand-chose apparemment, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arrêter d'exagérer nos mobilités. C'est d'avoir, par exemple, de prendre une mesure qui serait évidemment antipopulaire, de limiter la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h. Ça aurait un effet immédiat sur la baisse sur les rejets de gaz à effet de serre. Mais évidemment, aucun gouvernement n'a envie de prendre des mesures impopulaires, parce qu'ils veulent se faire réélire. Et c'est un vrai problème, ça, pour l'environnement, parce que on ne met pas le doigt sur les vrais problèmes. Finalement, en définitive, aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de monde qui est atteint d'éco-anxiété, il semble que les cabinets des psychologues font face à une forte demande. Comment est-ce que cette profession, la vôtre, est prête à accueillir ce type de patients? Et est-ce qu'elle est en train de s'organiser en ce sens? À mon avis, la profession n'est pas organisée. C'est certains de mes patients éco-anxieux qui me le disent, parce que en fait, ils se rendent compte que les psychologues, comme moi, ne trouvent pas en fait dans les tableaux cliniques les éco-pathologies, puisque ça n'existe pas, ce n'est pas encore pris en compte, et ils ne connaissent rien en fait à tout ce qui sont les enjeux environnementaux. En fait, ils doivent réexpliquer, les patients expliquent, comme je l'ai vécu moi-même avec ma première patiente, doivent expliquer en fait à leur psy que le monde court à sa perte, et comme la plupart des Français, les psys sont assez dubitatifs sur ces choses-là, ils ne sont pas au courant suffisamment des enjeux que pointent les rapports du GIEC, ils ne sont pas en mesure de comprendre la problématique des éco-anxieux. Et en plus, comme l'éco-anxiété, ce n'est pas vraiment une maladie, mais une prise de conscience qui peut entraîner d'autres maladies comme la dépression, ils vont plutôt se focaliser sur la dépression et pas sur l'éco-anxiété. Et donc, ça accroît le malaise des éco-anxieux qui ne se pensent pas bien compris, pas entendus, quand bien même ils sont traités sur les psychopathologies classiques comme la dépression, ils ne se sentent pas entendus sur leur éco-anxiété. Donc, ils ne se sentent pas reconnus finalement. Et donc, ils ont tendance à s'isoler, à faire de l'entre-soi. Alors que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, il faut qu'ils fassent de l'entrisme social. Il faut qu'ils diffusent dans la société, entre guillemets, ce message qu'ils ont à faire entendre, qui est qu'il y a des vrais enjeux environnementaux et qu'il faut changer nos postures, nos mentalités, nos postures et nos actes surtout, pour passer dans une économie qui prend en compte concrètement des efforts à faire pour éviter qu'on se réchauffe et qu'on grille à petit feu, comme le dit Jean Jouzel, le créateur du GIEC. Donc aujourd'hui, et il y a quand même des choses qui sont en train de se mobiliser. Moi, je suis en train de me mobiliser avec différentes associations et différents acteurs pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur cet aspect-là. Alors, je le fais via mon observatoire des véhicules du collapse. Je le fais en participant à une opération de sensibilisation en passant par On est prêt, qui est une association qui a contribué à la plus grande comment on appelle ça, pétition française, qui a rassemblé 2 millions de personnes et qui a finalement réussi à mettre en cause le gouvernement français en le faisant condamner pour inaction climatique ou insuffisance d'action climatique. Donc on a quand même des collectifs qui s'organisent et qui essayent de militer ou qui essayent de faire bouger la société civile, de faire bouger les institutions. Et évidemment, il faut que les gens se mobilisent. C'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau en étant au chevet de mes patients éco-anxieux, en étant dans une démarche de recherche, action, avec les chercheurs, et en étant dans cette démarche d'aide au militantisme, puisque je ne suis pas moi-même un militant, mais j'aide les militants, parce que chacun son métier. Moi, mon métier, c'est de soigner les gens. Les militants, c'est de militer. J'aide les militants en leur donnant des éléments factuels, donc grâce à mon observatoire, et à la fois scientifique et empirique, sur la base des verbatims de mes patients. Alors sans doute que parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup ont une espèce d'anxiété qui monte en eux vis-à-vis des questions d'environnement.
Quel est le message que vous auriez à leur donner? Je leur dis, vous avez raison d'avoir cette anxiété, vous avez raison d'avoir peur, mais sachez que cette peur, elle est salutaire. Hein. La peur, en fait, très souvent, on la voit d'une façon négative. Or, quand par exemple vous traversez la rue et que vous manquez de vous faire écraser, que vous avez eu peur, la peur, elle vous a informé qu'il y avait un danger et elle vous a poussé à l'action grâce au stress, qui est une réaction d'instinct de conservation. Et la peur, en fait, si on n'avait pas peur de mourir, ben on creverait tout le temps, en fait. Et on se laisserait écraser par les bus. Donc heureusement qu'on a en nous la peur. Heureusement qu'on a la peur qui nous sauve la vie, en fait. Et il est urgent d'avoir peur. Donc ceux qui sont anxieux aujourd'hui, je leur dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre peur. Apprivoisez-la, apprivoisez votre peur parce que c'est la meilleure conseillère pour changer nos comportements, changer d'abord nos mentalités, puis changer nos comportements en faveur de l'environnement, en faveur du vivant, en faveur du plus grand que soi. Merci à Pierre-Éric Sutter, qui est psychologue, psychothérapeute et fondateur de Marcelab. J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas lire jusqu'au bout. On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su oublier. Le déni c'est tellement plus cool que ce genre de vérité. Quand on se rendra compte du temps qui nous reste en fin de compte, et quand